Au terme d'une semaine de dialogue politique, la majorité et l'opposition ont livré les conclusions de leurs travaux ce 22 juillet. Les deux partis accordent les violences sur des sujets tels que la lutte contre l'insécurité et la cohésion sociale. Un seul point n'a pas trouvé de consensus. De quel point s'agit-il là? La réponse dans quelques instants. Dans l'actualité également, c'est parti pour la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants au Burkina Faso. Les enfants de moins de 4 ans sont ciblés par cette campagne. À suivre dans ce journal le déroulement et les stratégies de cette campagne lancée ce matin à Koubri. Et puis à l'étranger, l'Inde a réussi ce 22 juillet le lancement d'une mission sur la Lune. Il s'agit de la deuxième mission lunaire de l'Inde. L'alunissage de Chandrayaan 2 est attendu en début septembre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Le dialogue politique entamé le 15 juillet dernier au palais de Kosiam s'est achevé aujourd'hui. Acteurs politiques de la majorité et de l'opposition se sont accordés sur la quasi-totalité des points inscrits au débat. Le seul point non consensuel concerne l'introduction de la carte consulaire comme document de votation pour les Burkinabés de l'extérieur. Des détails avec Roger Kam et Vincent Kendrebego. Sur l'ensemble des points soumis au débat, opposition politique et majorité présidentielle se sont accordés sur tout. Enfin, presque. Une semaine de dialogue a permis d'aplanir les divergences pour arriver à des positions consensuelles. Le premier consensus porte sur la nécessité de retoucher le code électoral. Relativement à la relecture du code électoral, la révision à minima du code électoral avant les élections de 2020. 2. La relecture intégrale du code électoral après l'adoption de la nouvelle constitution. Sur le vote des Burkinabés de l'extérieur. 1. L'installation des bureaux de vote dans l'enceinte des ambassades et consulats généraux et en tout autre lieu en accord avec le pays hôte. 2. La gestion du contentieux des listes électorales des Burkinabés de l'extérieur par le tribunal administratif de Ouagadougou après dépôt des recours à l'ambassade ou au consulat général du rattachement. On note alors une concession faite par la majorité qui tenait aux enceintes des ambassades comme seul lieu de vote à l'étranger. L'élection des maires et des présidents des conseils régionaux au suffrage universel direct était également en débat. Là encore, les deux partis s'accordent à attendre après les élections de 2020 pour poursuivre les réflexions. Le seul point non consensuel de ce dialogue politique concerne la prise en compte de la carte consulaire comme document de votation à l'étranger. La classe politique ici réunie s'est aussi intéressée à la situation sécuritaire qui prévaut au Burkina Faso. Là-dessus, voici leurs recommandations. Renforcer les capacités matérielles, financières et humaines des forces de défense et de sécurité. Instaurer une contribution financière patriotique de toutes les composantes de la nation pour soutenir les efforts des forces de défense et de sécurité. Susciter une mobilisation de tous les acteurs politiques autour d'une politique nationale de sécurité, élaborée de façon consensuelle et fondée sur la réconciliation nationale qui induit le renforcement de la cohésion sociale. Organiser un panel intramuros sur les fondements du terrorisme en impliquant les forces de défense et de sécurité et certains érudits de la question. Élaborer et adopter de façon participative et solennelle un pacte patriotique national. Autre document sorti du dialogue politique porte sur des recommandations aux plus hautes autorités à prendre des mesures facilitant le retour volontaire des exilés politiques sans préjudice à la justice et l'indemnisation des victimes des violences politiques commises sous les différents régimes. Le chef de l'État qui a voulu de ce dialogue politique dispose désormais de ses conclusions. J'engage tous les acteurs étatiques et non étatiques, les partis politiques de la majorité et de l'opposition, les leaders coutumiers et religieux, les organisations de la société civile, à adopter des comportements à la hauteur des attentes de notre peuple. À ma qualité de président du Faso, arbitre des intérêts de la nation et placé au-dessus du jeu partisan et politicien, je vous exhorte
toutes et tous à prendre l'exacte mesure des enjeux du moment. J'en appelle à l'union sacrée des fils et des filles du Burkina Faso autour des questions liées à la lutte contre le terrorisme, la cohésion sociale, la réconciliation et l'unité nationale. Séance tenante, un comité est mis en place pour le suivi des conclusions issues de ce dialogue politique. Et à l'issue de la présentation du rapport, le représentant de la majorité et celui de l'opposition ont co-animé un point de presse. Simon Compaoré de la majorité et Zéphirin Zabré du CEFOP saluent la tenue de ce dialogue. Ils se félicitent surtout du bon déroulement des travaux. Moussa Ouedraogo et Vincent Kendrebego. Devant la presse, Simon Compaoré et Zéphirin Diabré se comportent comme des complices, eux qui viennent de co-présider le dialogue politique. Sur la possibilité de nos deux personnes d'animer une réunion ensemble. Qui l'eût cru? Tous deux saluent l'initiative du président du Faso de convoquer ce dialogue politique, lequel leur a permis de se comprendre davantage et de se mettre d'accord sur des sujets d'intérêt national. Et ils se félicitent de l'ambiance qui a prévalu pendant les travaux. Il convient d'emblée, comme nous l'avons dit pendant le dialogue, et comme cela a été annoncé dans la lecture du rapport de synthèse, de saluer, comme il se doit, l'initiative même de ce dialogue. Et l'opposition voudrait ici saluer l'esprit qui a animé nos vis-à-vis de la majorité et qui les a conduits, comme ce fut notre cas, à accéder dans ce dialogue. On aurait pu comprendre que l'opposition ait de la méfiance. Je crois qu'il faut que nous saluions et que nous félicitons le chef de file de l'opposition et tous les membres de ce chef de file de l'opposition qui ont compris que c'est ensemble qu'on peut construire. Interrogé sur le sort réservé aux points non consensuels, à savoir l'introduction de la carte consulaire parmi les documents de votation, les deux hommes politiques font savoir que les discussions peuvent se poursuivre. Qui sait ce que demain nous réserve? C'est ce que répondent en anglais les co-présidents du dialogue politique. De vous accueillir à ce point. Je reçois à présent le rédacteur en chef de la télévision du Burkina pour un commentaire sur cette actualité. Bonsoir Jean-Emmanuel Ouedraogo. Bonsoir Nathalie Kaouré. Alors tout d'abord, quelles sont les grandes avancées que l'on peut retenir de ce dialogue? Alors on peut le dire, cette fois aura été la bonne. Les hommes politiques, la majorité de l'opposition se sont parlé et surtout ils se sont compris. Sur le code électoral, on l'a vu, une révision à minima avant les élections de 2020 et surtout sa relecture intégrale après l'adoption de la nouvelle constitution. Désormais, pour le vote des Burkinabés de l'extérieur, en plus des enseignes diplomatiques, les bureaux de vote pourront être ouverts en tout lieu, en accord bien sûr avec le pays hôte. C'est véritablement une grande avancée quand on se rappelle le contexte tendu dans lequel la loi a été votée ainsi que les chaudes empoignades après. Accord également sur le calendrier électoral, présidentiel et législative couplée en 2020, municipal en 2021. Le référendum, quant à lui, est laissé à la discrétion du chef de l'État. Convergence de vues également sur le quota genre. Au total, c'est un consensus sur près d'une vingtaine de points. Seul point de désaccord, on l'a vu, l'utilisation de la carte consulaire biométrique comme document électoral. Mais au-delà de la politique, Nathalie Kaouré, c'est la situation nationale préoccupante qui a fait l'objet d'échanges entre opposition et majorité, échanges sanctionnés par 19 recommandations qui sont autant de pistes de solutions pour le retour de la sécurité et de la cohésion sociale. Mais après le premier rendez-vous manqué, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'était pas gagné d'avance. Effectivement, Nathalie, dans le contexte de la pré-campagne surtout, et vu les positions qui étaient donc tellement distantes, beaucoup étaient sceptiques quant à l'issue, mais force est de reconnaître que le CEFOP et la majorité ont su faire preuve d'une hauteur d'esprit pour mettre l'intérêt de la nation au-dessus des velléités partisanes. Chaque parti a fait des concessions et à l'arrivée, c'est tout le pays qui gagne, car une exacerbation des clivages politiques ajoutés à l'insécurité et au conflit communautaire serait suicidaire.
Merci beaucoup Jean-Emmanuel pour cette analyse. Voilà, et puis sachez que l'intégralité de la cérémonie de clôture de ce dialogue politique vous sera proposée sur la RTB ce soir à 22h et demain à partir de 14h. Et puis ce cadre de dialogue n'a pas ralenti les activités des partis politiques sur le terrain. Hier à Abidjan, le mouvement du peuple pour le progrès a mobilisé ses militants de la Côte d'Ivoire. Ces militants réaffirment leur soutien au programme de développement du président Roch-Marc Christian Kaboré. Plus de précisions avec notre envoyé spécial Omar Zambri. Ils sont venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire pour prendre d'assaut les 4000 places du Palais de la Culture d'Abidjan dans le quartier Treichville. Jeunes, vieux, femmes, têtes couronnées de la diaspora burkinabé vivant en Côte d'Ivoire, tous comme un seul homme entonnent l'hymne national de leur mère patrie. Le Burkina Faso est dans le viseur des terroristes. Les Burkinabés de la Côte d'Ivoire le savent, mais restent déterminés et mieux, ils réaffirment leur engagement aux côtés du chef de l'État dans sa lutte contre le terrorisme et pour le développement du pays. Je voudrais renouveler notre soutien indéfectible à notre président, son excellence Roch-Marc Christian Kaboré, et à son gouvernement, à l'exhorter à poursuivre cette dynamique pour le bonheur et la prospérité du peuple burkinabé avec qui il a signé un contrat social en 2001. La représentante des femmes, Djeneba Zanré, née Ouedraogo, réitère le soutien des femmes de la diaspora au programme de développement du président du Faso. Outre le problème des cartes consulaires et autres documents d'identité, les femmes demandent plus d'accompagnement financier dans leurs entreprises. Nos doléances ont été au niveau des femmes, les femmes pour se prendre en charge au niveau des microfinances que les femmes burkinabées n'ont pas accès ici et au niveau de la prise en charge de nos enfants. Ce que nous avons comme chose à amener à Ouagadougou, c'est de prendre en compte les préoccupations des jeunes et des femmes que nous avons entendues et des anciens, et nous prions Dieu de revenir encore. Donc pour revenir, il faut venir avec des réponses. Pour les préoccupations concernant les documents d'identification, l'émissaire du président du Faso annonce qu'en janvier prochain, une équipe de l'Office national d'identification ONI sillonnera toute la Côte d'Ivoire en vue d'établir les pièces d'identité aux Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire au coût de 2500 francs CFA. Un document qui leur permettra sans doute de prendre part aux échéances électorales de 2020. Du côté de l'Union pour le progrès et le changement, la mobilisation se fait à l'intérieur du pays. Hier dimanche, une délégation de l'UPC, conduite par son président Zéphirin Diabré, était à Koupéla dans le Kouritenga. Avec les structures de base, les échanges ont porté sur la vie du parti et les stratégies pour les futures élections. Le point avec Justin Tsenderbego et Ibrahim Sanou. L'Union pour le progrès et le changement UPC dans le Kouritenga. Zéphirin Diabré lui-même conduit cette délégation du Bureau politique national pour, dit-il, rencontrer les structures qui ont été mises en place dans les provinces, communes et villages à l'occasion du congrès de l'année dernière. De telles rencontres d'abord permet aux femmes et aux hommes qui ont été désignés et élus donc à la base là, de faire la connaissance de la direction politique. Et de la même manière, c'est aussi une occasion pour la direction politique de faire leur connaissance. Et au-delà de ça, nous engageons un dialogue pour nous enquérir un peu de l'état d'évolution du parti dans la province. Situation, force et faiblesse. Et nous échangeons un peu sur les voies et moyens permettant notamment de remédier aux faiblesses. Et puis bien entendu, il est normal que les échéances de 2020 s'invitent à ce genre de dialogue-là. C'est l'occasion pour nous de commencer à échanger sur les stratégies les plus appropriées pour qu'au niveau de la province, le score que nous ferons en 2020 soit largement meilleur à celui qui a été fait en 2015. Au regard de la mobilisation, est-ce que vous êtes confiant pour les élections? Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous direz quand vous avez vu ça là, cet engouement-là, cet engagement-là? Il est clair que le parti vit très bien. Et c'est l'action de nos responsables, à commencer par les députés, qui est aussi SG de la section ici, Kayama,
Awa Sanoudi, qui est député maire donc, de Gouin, avec ses camarades, qui font un travail excellent, qui nous vaut donc cette santé pleine et entière là, donc, du parti. On ne peut que souhaiter que cela se traduise maintenant dans des résultats concrets lors des élections. Cette rencontre dite des revues des troupes s'inscrit dans le cadre d'une tournée générale de la direction du Parti du Lion qui a débuté en février dernier et qui va concerner les 45 provinces du Burkina. Autre point de l'actualité, les acteurs du secteur informel ont eu des échanges directs avec le président du Faso. Cet après-midi, le chef de l'État a pris connaissance des préoccupations de ces acteurs incontournables pour le développement de l'économie nationale. En réaction, le président du Faso souhaite que les acteurs du secteur informel se mettent en réseau pour contribuer plus efficacement à l'économie de la nation. Nous l'écoutons au micro de Oscar Soulama et Mounira Keri. Ce que je voudrais recommander au secteur informel, c'est que quand on est faible, on ne peut pas se développer tout seul. Il faut que les gens s'associent pour pouvoir développer des activités. Sinon, on sera toujours en train de bricoler sans avoir de résultats. Et c'est pourquoi je voudrais, en tout cas, lancer un appel au secteur informel pour que dans différents secteurs, ils puissent réfléchir ensemble pour capitaliser les moyens qui peuvent être mis à leur disposition, mais pour également développer ensemble des activités. Les Burkinabés aiment chacun faire son affaire dans son coin de façon cachée. C'est ça le vrai problème qu'on a. Il faut qu'on ouvre nos esprits, sinon on ne pourra jamais avancer de cette manière. Et je voudrais insister là-dessus parce que certainement il faut travailler, mais il faut travailler de façon réaliste. Sinon, on ne modernisera rien, on fera la même chose que nos grands-parents faisaient depuis 20 ans, on sera toujours en train de se plaindre que ça ne marche pas, mais la cause de ça ne marche pas là, c'est nous-mêmes. Donc, je souhaite que au niveau du secteur informel, soit intégrée également la réflexion sur ces questions-là. Je suis mécanicien, nous sommes 2-3 mécaniciens, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? On avance avec ça. En bref, sachez que le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur la loi modificative du Code pénal votée le 21 juin dernier. Dans cette décision rendue le 19 juillet dernier, les grands juges estiment que la dite loi est conforme à la Constitution burkinabé. Cette décision sera notifiée au président du Faso, au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et publiée au journal officiel du Faso. Dans la suite de ce journal, nous revenons sur le grand oral du Premier ministre. Hier soir, Christophe Joseph Marie Dabiré a répondu en direct aux questions qui intéressent la vie des Burkinabés. Retour sur les grands sujets abordés dans ce résumé signé Frédéric Etienne Bassenga. Après 6 mois d'exercice, le Premier ministre Joseph Dabiré défend le bilan de son gouvernement. Je suis un Premier ministre serein. Je sais, je suis un Premier ministre. Une heure d'échange, une dizaine de sujets abordés. De nombreux défis. Et malgré cela, je garde une certaine sérénité face à l'adversité. La lutte contre l'insécurité au Burkina Faso est globalement satisfaisante. Rassure Joseph Dabiré, la guerre contre le terrorisme est une lutte de longue haleine. Il faudrait redoubler d'ardeur. Nous avons des motifs de satisfaction. Nous n'allons pas aller verser dans le triomphalisme. Mais je dis que vous constatez qu'il y a une accalmie aujourd'hui et j'ai dit à certains endroits que le problème ne se pose pas en termes de comptabilité statistique. Il y a eu 12 attaques ici, 13 attaques l'an dernier, etc., etc. Le problème se pose en termes d'objectifs à atteindre. Le Premier ministre rectifie également le tir sur les propos attribués à son ministre de la Défense. Le média sud-africain a certainement mal interprété les propos de Chérif Sy sur la prétendue duplicité de la France. Nous avons une coopération efficace avec la France. La France nous appuie et au-delà de la France, nous avons une coopération efficace avec l'ensemble de l'Union européenne qui contribue à renforcer nos capacités avec des formations, et capacités des ressources humaines, capacités logistiques, capacités de renseignement. Tout cela est mutualisé et ça nous permet de faire du bon travail.
Le gouvernement appréhende également les conséquences de cette guerre. Il y a 220 000 déplacés internes et le gouvernement fait de son mieux pour les assister. Avec l'appui de nos partenaires, nous les avons cantonnés dans des endroits, à Foubé, à Barsalogo, etc., à Pensa, pour pouvoir leur accorder ce que l'on peut, notre part de solidarité dans le drame qu'ils sont en train de vivre. Donc, je crois que c'est cela qui est important. Et nous faisons un excellent travail. La ministre en charge de la solidarité nationale a pris en charge jusqu'à 170 000 réfugiés en termes d'aide alimentaire, en termes de kits, etc., etc. Nous avons mis en place des camps pour pouvoir les cantonner. Ceux qui sont venus à Ouagadougou, nous leur avons demandé, on les a sensibilisés et on les a ramenés dans certains camps que nous avons constitués. Ils sont tous répartis. Un autre sujet, la fronde sociale, et sur la question, le Premier ministre est confiant. Seul le dialogue pourra mettre fin à cette situation. Le gouvernement appuie son passif avant de passer à la remise à plat qui va concerner tous les fonctionnaires. Il faut prendre du temps pour ne pas créer d'autres problèmes à l'avenir. Ce que l'on n'a pas résolu correctement aujourd'hui, on se fait rattraper demain. C'est imparable. Donc, j'ai demandé aux membres du gouvernement de travailler à leur rythme pour pouvoir faire du travail qui soit propre, parce que je ne souhaiterais pas que mon gouvernement soit responsable d'autres crises. Est-ce que c'est le cas également pour les médias publics? C'est le cas pour les médias publics. Sur la question du nouveau code pénal, le Premier ministre reste sur la position du gouvernement et s'en remet à la décision des grands juges. La justice devra également trancher sur le dossier charbon fin. En attendant, les révélations de la presse seule ne suffisent pas à démettre un ministre. La presse qui a livré. C'est la presse qui a avancé son nom. Si c'est la presse qui a dit qu'il est impliqué dans cette affaire, moi, ça ne me suffit pas pour dire qu'il faut prendre les mesures. L'affaire a été révélée par la presse. Oui, mais voilà. S'il y a une structure... Et aujourd'hui, ça crée la polémique. S'il y a une institution de l'État qui arrive à cette conclusion et qu'on a les éléments, on prendra les mesures qui s'imposent. La lutte contre la corruption donc, la cohésion sociale, le train de vie de l'État, Joseph Dabiré fait le tour de ces questions avec les journalistes avant de revenir sur l'actualité, notamment le dialogue politique et les 11 détenus morts dans les locaux de la brigade antidrogue. Je crois que dans cette affaire, on ne doit dédouaner personne. Le gouvernement, c'est qu'il a une certaine responsabilité, mais ceux qui sont chargés d'exécuter les orientations du gouvernement sur le terrain ont également une certaine responsabilité. Pour Joseph Dabiré, l'économie burkinabé inspire la confiance. Il faut travailler à chasser l'insécurité et à créer les conditions d'une paix durable. Pour y arriver, il appelle les Burkinabés à regarder dans la même direction. C'est à ce prix que pour lui, l'économie pourra se remettre en marche. Autre titre de l'actualité, la campagne nationale de chimio-prévention du paludisme saisonnier a été lancée ce 22 juillet à Koubri. Grâce à cette campagne, plus de 4 millions d'enfants devront être protégés contre le paludisme pendant la période de juillet à octobre. Concrètement, à quoi va consister cette campagne et quelle est la stratégie utilisée pour atteindre l'ensemble de la population cible? Élément de réponse avec Paul-David Bambara et Ismaël Djiloma Sirima. Fini les inquiétudes pour ces mamans. En cette saison des pluies, leurs enfants ne feront pas le paludisme. Cela grâce à une campagne de prévention du paludisme saisonnier. Plus de 4 millions d'enfants sont visés par cette campagne nationale et pour tous les toucher, la stratégie du porte-à-porte est priorisée. Lors du premier jour, quand on arrive dans les familles, on donne 2 médicaments qui vont être dissous dans l'eau pour donner à l'enfant pour qu'il prenne. Et le reste, on le remet à ses parents pour qu'ils puissent les prendre le 2e jour et le 3e jour. Cette opération va se répéter pendant les 4 prochains mois. Elle concerne les enfants âgés de 3 à 59 mois. Ceux qui échapperaient à la stratégie du porte-à-porte pourraient se faire administrer ces médicaments dans les formations sanitaires. Je demande en tout cas aux parents d'accueillir justement cette campagne et de faire en sorte que les enfants de 3 à 59 mois soient effectivement vaccinés contre le paludisme. Malgré la prévention, les agents de santé invitent les parents à se rendre dans les centres de santé pour tout cas de fièvre des enfants.
Les populations sont aussi invitées à assainir leur milieu de vie pour détruire les gîtes larvaires. Une autre maladie contre laquelle une initiative vient d'être lancée, c'est l'hépatite A. Le combat contre cette maladie est mené par l'association Action Santé Préventive qui organise pour la deuxième fois la caravane dénommée Stop Hépatite. La caravane a démarré à Koudougou dans le centre-ouest et elle va sillonner l'ensemble des 13 régions du Burkina. Paul David Bambara, Estelle Judith Assogba. Stop hépatite au Burkina, c'est le cri de cœur lancé ici du haut de ce palois depuis Koudougou. C'est ce message qui sera véhiculé à travers la caravane Stop hépatite dans les 13 régions du Burkina. L'initiative est de l'association Action Santé Préventive qui s'est lancée dans cette bataille depuis l'année dernière. La caravane Stop Hépatite va sillonner toutes les villes du Burkina du 20 juillet jusqu'au 31 août prochain. Les prestations offertes sont des messages de sensibilisation, des séances de dépistage et de vaccination. Pourquoi continue-t-on de faire des cirrhoses et des cancers du foie alors qu'on peut les éviter par un simple test de dépistage? Voilà l'objet de la caravane Stop Hépatite Burkina. Au Burkina Faso, ce sont plus de 2 millions de personnes qui sont porteuses de l'hépatite B ou C, mais malheureusement, plus de 90% de ces personnes ne connaissent pas leur sérologie. Si la personne est séronégative, nous avons les vaccins qui sont à des prix subventionnés. 6 000 francs la dose de vaccin, c'est vraiment un prix subventionné. Il y a le traitement. Dans le temps, le traitement coûtait, il y a encore environ 2 ans, le traitement coûtait 1 million et quelques pour l'hépatite C. Aujourd'hui, on peut faire les 3 mois de traitement de l'hépatite C à 200 et quelques mille francs CFA. Nous avons la chance que cette caravane qui est nationale démarre à Koudougou et nous avons pris l'engagement pour ce qui concerne les populations de Koudougou que si les gens venaient faire le dépistage et que heureusement ils ne sont pas porteurs du virus, eh bien ils n'ont qu'à aller immédiatement dans les heures qui suivent, prendre leur première dose à leurs frais. Les 2 autres doses qui restent, nous nous engageons avec les services de santé à les accompagner. Et ceux qui doivent faire les 2 vaccins complémentaires, mais également ceux qui seraient positifs et pour lesquels il faut commencer un traitement tout de suite, on va essayer de les accompagner. L'objectif à terme est de permettre à chaque Burkinabé de connaître sa sérologie et de se faire traiter dans le cas échéant lorsque le test s'avérait positif pour ne pas un jour développer le cancer du foie. Dans le domaine de l'élevage, nous allons à la découverte de ce nouveau dispositif appelé Banque des gènes. Il permet une meilleure conservation et une utilisation durable des ressources animales génétiques. Qualifié d'équipement de pointe par les acteurs du domaine, il a été présenté vendredi dernier à Bobo Dioulasso, Hassan Gourabou et Moumouni Barou. C'est officiel, l'Union africaine vient de remettre ici les clés de la banque des gènes sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest au conseil d'administration du CEDES, Centre international de recherche et développement, sur l'élevage en zone subhumide. Ce dispositif va permettre de renforcer les capacités de conservation et d'utilisation durable des ressources génétiques animales africaines. L'un des dangers que nous connaissons, que nous vivons, c'est la perte à terme de nos races. Vous savez que nous avons des races et des souches vraiment qui sont propres à nous et qui sont mieux adaptées à notre terroir et qui aujourd'hui avec les métissages sont en train de disparaître. Donc il faut trouver un moyen pour effectivement conserver ces espèces-là, ces races-là. C'est pour conserver nos races qui sont résilientes à nos conditions climatiques et que même si un géniteur meurt 30 ans, on peut les ressusciter à travers ces trucs. Ça, c'est un centre vraiment un bien de la communauté. Cette banque est une nouvelle opportunité pour l'élevage, la santé, l'agriculture et bien d'autres domaines. Et l'émissaire de l'Union africaine d'inviter les pays africains à s'investir pour la survie de cette banque de gènes, capitale pour la croissance et la sécurité alimentaire. J'appelle à la responsabilité de tous les États membres pour l'appui à ce centre, pour la durabilité. C'est en 2015 que le CEDES a été sélectionné à l'unanimité par les États membres pour héberger la banque de gènes sous-régionale.
Actualité à l'étranger, pour la deuxième fois de son histoire, l'Inde va à la conquête de l'espace. Le pays a lancé avec succès ce 22 juillet une mission sur la Lune. L'alunissage de Chandrayaan 2 est attendu le 7 septembre prochain. L'Inde a lancé ce lundi sa mission spatiale en direction de la Lune. L'expédition a pour but de poser autour du 6 septembre un atterrisseur et un robot mobile près du pôle sud du satellite de la Terre et une sonde sur l'orbite lunaire. La sonde indienne a pour nom Chandrayaan 2, ce qui signifie en hindi chariot lunaire. Aujourd'hui est un jour historique pour l'espace, la science et la technologie en Inde. Je suis très heureux d'annoncer que le lanceur JSLV Mk3 a placé avec succès Chandrayaan 2 sur l'orbite souhaitée. Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est réjoui du lancement de Chandrayaan 2 qui, selon lui, illustre la prouesse des scientifiques et la détermination d'1,3 milliard d'Indiens à atteindre de nouvelles frontières de la science. L'Inde a consacré 124 millions d'euros à Chandrayaan 2, ce qui constitue un budget bien inférieur à ceux des autres agences spatiales pour des missions de ce type. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. À suivre à 21h le magazine des sports avec Jérôme Tsenerbego. Puis à 22h, la cérémonie de clôture du dialogue politique qui s'est achevée aujourd'hui au palais de Kosiam. Le dernier journal vous sera présenté par Draman Datian. Merci de votre fidélité à nos programmes.